Alors, ce qui a été à l'origine de faire une philosophie d'histoire sur mon âge avancé, parce que c'est un projet ambitieux, mais si on n'est pas ambitieux à mon âge, on ne le sera jamais, oui, c'est que tout le monde voit aujourd'hui, d'une certaine manière, que que la politique est en panne. Et la politique est en panne, de façon très simple. Elle se réduit de plus en plus à l'économie et seulement à l'économie. Donc il n'y a plus de grands projets, il n'y a plus de projets majeurs. Et pourquoi il n'y a plus de projets majeurs? Parce que justement, il n'y a pas de philosophie d'histoire. Nous avions une philosophie d'histoire, notre politique était généralement inspirée par une philosophie d'histoire, et cette philosophie d'histoire était empruntée généralement à ce qu'on appelle la philosophie des Lumières, c'est-à-dire le XVIIIe siècle. Il se trouve que cette philosophie des Lumières, induisant cette idée de progrès indéfini qui est devant nous, qui fuit devant nous, et derrière laquelle nous courons, si vous voulez, a été mise en défaut, mise en crise à plusieurs reprises récemment. Enfin, récemment, dans le dernier demi-siècle. Par exemple, dans ma génération, ou la génération qui me précède de très peu, nous étions tous Lumière. D'ailleurs, Karl Marx, qui a fondé le socialisme scientifique, était un homme des Lumières, mais Adam Smith, qui a fondé les partis de droite, c'est-à-dire le libéralisme économique, était aussi un homme des Lumières. Eh bien, les deux côtés de ces Lumières ont été mis en crise pour une raison absolument simple. C'est que, alors je reprends, dans ma génération et celle qui la précède, nous pensions, avec les Lumières, que les sciences étaient toutes bonnes et seules bonnes. Et qu'on pouvait leur faire indéfiniment confiance pour assurer les progrès. Et d'ailleurs, c'était vrai, nous le vivions ainsi, et nous le vivons toujours d'une certaine manière ainsi. Mais il y a eu des crises. Et par exemple, ma génération a été bouleversée par l'arrivée en scène de la bombe atomique, celle qui a explosé à Hiroshima et à Nagasaki. Et par conséquent, on s'est aperçu que la science, dans son progrès le plus pointu, le plus majeur, le plus contemporain, aboutissait à une catastrophe. On voit mal le contemporain. On voit mal l'ère dans laquelle nous vivons. Nous la lisons difficilement. Et du coup, le manque de projet plus la difficulté de lire le contemporain fait que nos politiques sont en panne. Voyez, et par conséquent, il fallait rétablir ce manque et tenter le coup de parler du contemporain et de mettre le contemporain en perspective par rapport au passé, c'est-à-dire une philosophie d'histoire. Il se passe aujourd'hui des événements qui ne se sont jamais passés dans l'histoire. Alors, je vais en citer 4 ou 5 si vous voulez, mais vous les connaissez parfaitement. C'est que, par exemple, depuis qu'un certain Adenauer, qu'un certain Jean Monnet, qu'un certain Schuman ont constitué l'Europe, l'Europe est en paix depuis. C'est-à-dire, on dit souvent les 30 glorieuses, mais les 30 glorieuses n'ont été possibles que parce qu'il y avait 70 paisibles. C'est-à-dire, depuis 70 ans, nous sommes en paix. Nous ne faisons pas la guerre avec l'Allemagne, on ne fait pas la guerre avec l'Italie ou l'Angleterre, ce qui a ravagé l'Europe pendant des millénaires. Vous voyez. Donc, nouveauté, c'est la paix. Or, tout le monde est persuadé aujourd'hui, je suis sûr que 90% de ceux qui m'écoutent ici à Dialogue à Brest aujourd'hui ne croient pas une minute à ce que j'ai dit. Alors, je leur conseille, s'il vous plaît, quand ils rentreront chez eux, de taper sur leur ordinateur, sur un moteur de recherche n'importe lequel, cause de mortalité dans le monde. Cause de mortalité dans le monde. Et apparaîtra sur l'écran un tableau avec les nombres de morts, avec les causes de mortalité, n'est-ce pas? Et le tableau est décroissant. Eh bien, la dernière cause de mortalité dans le monde, telle qu'elle est considérée dans le tableau comme négligeable, c'est guerre, violence, terrorisme. Je dois dire que le matin, quand je me lève et que je me rase devant mon miroir, tous les matins, je me dis « nous sommes en paix ». Mais aucun d'entre vous ne le dit. Pourquoi? Parce que le fait d'être en paix, on l'oublie tout de suite.
le fait d'être en paix quand on a connu la guerre, on s'en souvient tout le temps. Le deuxième événement qui est arrivé, et c'est pour ça que je donne l'homme symbolique dont je parlerai tout à l'heure, c'est le fait que dans les 50 dernières années, dans les 100 dernières années, en gros un siècle d'abord, un demi-siècle après, l'espérance de vie a cru de façon quasi verticale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme de 60 ans est plus loin de sa mort qu'un nouveau-né en 1700. Donc, l'acquisition de l'espérance de vie a été telle, si vous voulez, que ça a complètement bouleversé la société. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce que ça a bouleversé ? On peut citer rapidement les bouleversements majeurs. Par exemple, si vous lisez les romans du 19e siècle, de Dickens ou de Balzac, vous voyez qu'un homme de 30 ans a déjà hérité, il est en train de bouffer la fortune de papa. 30 ans. Mais aujourd'hui, la mortalité frise 84 ans, 80 ans. Je crois que l'espérance de vie des femmes aujourd'hui est de 84 ans. Mais elle meurt et son fils hérite. Oui, mais son fils a 63 ans. Par conséquent, toute la fortune est en train de se précipiter vers grand-papa et pépé et mémé. Vous voyez ? Et les jeunes n'ont plus rien. Et ça bouleverse complètement l'état financier de la société. Deuxièmement, ce que ça bouleverse, bien, par exemple, lorsque mon arrière-grand-père ou le vôtre se mariait avec sa petite amie ou sa fiancée, ben, il se jurait fidélité pour 3 ans. Hein, statistiquement, 5 ans. 25, 27, oui, 3 ans. Aujourd'hui, on se marie et on se jure fidélité pour 65 ans. Ben, ce n'est pas tout à fait le même mariage, vous voyez. C'est le même mot, mais ce n'est pas la même chose, vous voyez. Donc, l'espérance de vie a bouleversé complètement notre société sans que nous le voyions, vous voyez. Et donc, c'est pour ça que je dis dans mon livre que le héros qui représente parfaitement notre temps, c'est le médecin. La paix, la douleur. La douleur. Il faudrait faire une histoire de la douleur, vous savez. On ne se rend pas compte à quel point nos ancêtres ont souffert. Et aujourd'hui, un médecin peut rencontrer un homme de 60 ans dans son cabinet qui n'ait jamais souffert. Ça n'a jamais existé. Et par conséquent, nous vivons une période dont nous n'avons pas conscience qu'elle est unique dans l'histoire. Voilà. Alors maintenant, il faut bien que je m'avance en terrain difficile, mais il est vrai qu'à la télévision, le mot le plus répété, il faut le savoir, c'est le mot mort. Aujourd'hui, c'est vrai que dès qu'il y a une guerre ou un accident à 1000, 2000, 5000, 10 000 km de là, il est aussi là. Vous voyez, c'est-à-dire l'espace a complètement changé. Donc tout en retentissement ici et maintenant. Vous voyez. Et par conséquent, peut-être c'est ça. Mais enfin, il est vrai que vous êtes baigné dans les annonces mortuaires. Voilà. Et comme vous êtes baigné dans les annonces mortuaires, vous croyez que le monde est à feu et à sang. Ce n'est pas vrai. Voilà. Ce n'est pas vrai. Alors, ce qui est dit est vrai, factuellement. Il y a en effet eu des morts là. Il y a eu en effet un attentat là. Il y a en effet des morts en Syrie. C'est vrai. Factuellement, c'est vrai. Et si vous prenez du recul, mais la différence est gigantesque. Vous savez, je suis quand même assez vieux pour avoir été contemporain du bombardement de Dresde. Et 150 000 morts en 36 heures. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai qu'en Syrie, il y a eu, je crois, en gros, 30 à 35 000 morts depuis 5 ans. Mais rappelez-vous quand même que la semaine sanglante de Paris, inaugurée par M. Thiers, quand les Versaillais se battaient contre les communards, et ils ont fait 25 000 morts dans la semaine. À côté de ça, Bachar el-Assad est un philanthrope. Et il faut bien cadrer la notion de guerre perpétuelle. Vous l'avez utilisée et je voudrais bien la définir. Savez-vous, par exemple, qu'à la fin du XIXe siècle, vers les années 1880-90, un grand historien français qui s'appelait Bloch a tenté le coup de regarder avec
le plus de recul possible ce qui s'était passé en gros dans le monde de l'an 3000 avant Jésus-Christ à son époque à lui. Alors il a fait un gros travail et il s'est aperçu que le monde qu'il avait précédé jusqu'à ce moment-là n'avait connu des années de paix que 7% du temps. Tenez, je vais vous raconter une autre histoire. Puisqu'on est dans la violence, vous vous rappelez de l'attentat contre le 11 septembre, la tour de New York. Très bien. À ce moment-là, le trafic aérien était interrompu pendant un certain nombre de semaines, je crois. Et comme je devais aller enseigner là-bas, à San Francisco, j'ai pris le premier avion qui a été disponible pour aller à San Francisco. Et on était 2 ou 3 dans l'avion, hein, on n'en menait pas large. Bon, ça fait rien. J'atterris et la personne qui m'attendait à l'aéroport me dit « Michel, on est invité ce soir chez les Untel, etc. » Alors, on était invité à un dîner. Et dans le dîner, je ne sais pas, il y avait 4 nationalités, 3 langues, 6 religions, enfin, vous voyez, un peu mélangé. Et de quoi on a parlé? De l'attentat. On ne parlait que de ça à l'époque. Et à un certain moment, quelqu'un a dit, c'est curieux, ces kamikazes-là, ils font la queue pour mourir. Ils font la queue pour y aller, pour mourir, pour se donner, etc. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis levé et j'ai dit, mourir pour sa patrie est un si digne sort qu'on briguerait en foule une si belle mort. Tout le monde m'a regardé et m'a dit « Mais qui a écrit ces horreurs ?» J'ai dit « Un certain Pierre Corneille dans une tragédie qui s'appelle Horace, acte 1, scène 2. » Vous voyez là la bascule de culture, vous la voyez là, la bascule de culture, le fait que nous avons sucé le lait de ça, n'est-ce pas, qui est devenu maintenant l'horreur absolue. Vous voyez, on voit très bien la bascule entre l'âge dur et l'âge doux.